Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 231 et on va parler ensemble du 11e Grand Prix de la saison du côté de l'Allemagne sur le circuit du Sachsenring. Et ce Grand Prix en Allemagne signifie la mi-saison 2026. Allez, on a déjà fait la moitié de la saison. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Gweno. Salut Gweno. Salut, ça va? Ça va. Bah écoute, on va enchaîner tout de suite avec les principales news de ce week-end parce qu'on en a pas mal. Donc, alors rapidement en Moto 3, on a un Ruche Moudli qui est forfait. Il est remplacé par Edu Gutiérrez qui fait sa première apparition en mondial Moto 3. Triste nouvelle en Moto 2 avec le décès de Mark van der Straten, le propriétaire de l'équipe Mark VDS. Le comte, s'il était comte, c'était un vrai passionné par les sports mécaniques. Il avait créé cette équipe Moto 2 en 2010. Il venait très régulièrement sur les circuits. Il avait aussi eu une équipe dans différentes catégories automobiles, en GT notamment. Son équipe, il la considérait un peu comme sa famille. Ses pilotes, c'était un peu ses enfants. Et c'est une personne, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on ne voit plus vraiment beaucoup de personnes de ce genre-là, même quand les pilotes font des mauvais résultats. Et il en a eu quand même toutes ces saisons. Jamais il a mis un pilote dehors. Enfin voilà, il voyait toujours le positif. Donc c'est sûr que là, ça va créer quand même un gros vide. Et puis bah là, on peut se poser la question pour la pérennité de l'équipe. T'en penses quoi, toi? Pour la pérennité de l'équipe, je sais pas, ça va forcément changer, mais bon, il y a toujours un petit peu d'inertie. Je pense pas qu'on voit de changement radical sur la fin de la saison. Après, sinon, sur ce que tu disais, effectivement, un monsieur un peu à l'ancienne, on aime bien ce genre de personnage, donc c'est toujours un moment un peu triste, surtout pour quelqu'un qui a apporté autant à ce sport. Une équipe qui a quand même eu beaucoup de pilotes prometteurs ces dernières années, donc ouais, c'est une tragédie pour notre sport. Sinon, dans les news Moto 2, on a Alonso Lopez qui est toujours forfait. Il est encore remplacé par Milan Pawelek. Et on a aussi un Barry Baltus qui est absent. Et lui, il est remplacé par Jorge Navarro qui, bon, comme régulièrement, revient en Moto 2 faire des petites piges. En MotoGP, alors là, on a eu pas mal de grosses news avec, enfin, j'ai envie de dire, les transferts qui sont annoncés petit à petit. Donc on a Ayogura et Jorge Martin qui sont officiellement chez Yamaha dans l'équipe officielle. Mir et Olgado qui iront chez Gresini. Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez, eux, ils vont aller du côté de KTM officiel. Voilà pour les premières annonces. Maintenant, pas de surprise. On sait déjà à peu près toutes les places qui va aller où. Donc bon, qu'est-ce que tu penses toi de ces premières annonces? Moi je suis surtout le départ de Martin alors Martin on sait pourquoi, mais Ogura chez Yamaha ça me déprime un peu. Il a l'air d'avoir vraiment d'être bien sur la moto, bien dans l'équipe et là en pleine forme en ce moment, donc ça me déprime un peu de le voir chez Yamaha. Et sinon par contre assez content du duo Gresini et par contre KTM je sais pas. J'attends de voir, c'est assez inattendu, je veux dire, comme duo pour cette équipe-là. Je suis d'accord avec toi sur Ogura et on peut se demander si le fait de ne pas d'avoir signé très tôt dans la saison, donc dès le mois d'avril, c'est pas un problème pour lui parce qu'aujourd'hui, il domine la catégorie MotoGP, il peut viser le titre avec l'Aprilia. Si les transferts se faisaient là au mois de juillet, peut-être qu'il resterait chez Bah, Aprilia. Ou peut-être même qu'Aprilia le signerait. ouais, il a dit qu'il avait pas eu de proposition de la part d'Aprilia et quand Yamaha lui a proposé, enfin, pour un japonais, aller sur une moto d'usine japonaise, ça représentait beaucoup, donc il a pas beaucoup hésité. Mais il disait que si Aprilia lui avait proposé quelque chose, il serait resté. Donc je pense quand même que l'horizon 2027 met un peu la pression aux pilotes. On savait qu'il y aurait beaucoup de mercato et assez tôt dans la saison, donc je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont peut-être signé rapidement pour être sûr d'avoir quelque chose, plutôt que de se retrouver avec un choix par défaut. Et pour tu parlais des KTM, moi j'ai vraiment l'impression de retomber il y a 2 ans en arrière avec l'arrivée de Vignales et Bastianini chez Tech 3. On disait c'est la folie pour eux, enfin ils n'ont jamais eu un duo comme ça et en fait ça fait quand même un peu petit. C'est un peu
enfin, c'est pas du tout ce qu'on attendait et j'ai un peu peur qu'Alex Marquez et Gian Antonio, ça soit ça. Quand la moto va, bon, bah, on le voit encore cette saison, hein, ou l'an passé, ils sont très bons et que les motos sont un peu en retrait. Bon, bah, Marquez, on l'a déjà vu en MotoGP à l'époque Honda. C'est quand même plus difficile. Donc j'ai un peu peur que pour eux, ce soit quand même si la 4e, encore une fois, n'est pas au niveau et on sait qu'on aura l'année prochaine des nouvelles motos. Ouais, de toute façon, ça reste l'année prochaine, il y aura forcément des surprises dans la hiérarchie, je pense. Donc effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une incroyable. La KTM fonctionne super bien et c'est elle qui joue le titre. Perso, j'y crois moyen, mais on sait jamais. Surtout, ce qui me surprend le plus, c'est qu'Alex Marquez apparemment investit en décembre et j'ai du mal à visualiser ce qui peut motiver quelqu'un dans la position d'Alex Marquez à signer dès décembre 2025 et KTM. Parce que je enfin, j'étais pas inquiet, vu la saison qu'il venait de produire et même s'il a sa blessure et que bon là, il fait un début de saison, compliqué, il a prouvé quand même ce qu'il valait et je pense qu'il aurait pu trouver mieux. Et il disait qu'une équipe, usine serait toujours mieux qu'une équipe satellite. Donc en fait, on je sais que le débat revient régulièrement, mais on est toujours un peu surpris quand un pilote va dans une équipe usine qui fait vraiment moins qu'une équipe satellite. Mais je pense que malgré tout, pour un pilote, ça reste, un non-choix. Si une équipe, usine propose, on y va, quoi. Ouais, on est d'accord. On a aussi une nouvelle réglementation à partir de ce Grand Prix. Donc on rappelle déjà à Assen, on a eu la fin des All Shot Device et dorénavant, on a aussi la grille qui est un peu plus espacée. C'est-à-dire entre chaque ligne, on a un espace supplémentaire, pour toutes les catégories. Donc auparavant, on avait 9 mètres entre 2 lignes, maintenant on en a 12. Là aussi, on en reparlera pour la course, au Sachsenring. Ça risque d'être important pour la suite de la saison. On a eu des nouvelles de Johann Zarco avec, tout d'abord une bonne nouvelle. Il va éviter l'opération suite à sa blessure. Il a toujours finalement des ligaments ne sont pas tous, rompus et il vise le mois de septembre pour revenir, en piste. Et en revanche, bon, mauvaise nouvelle, il a un double long lap à purger lors de son retour, suite à cette chute où il emmène Bagnaia et Marini. Toi, tu penses quoi de cette, double long lap qui est donnée à Zarco? Bah, sur le principe, ça me choque pas plus que ça. C'était le délai qui m'avait surtout surpris. Mais en fait, le comité, je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui remettent la sanction, attendaient qu'il soit sorti de l'hôpital pour pouvoir en discuter avec lui et lui remettre, j'ai envie de dire «en main propre» entre guillemets. Donc, finalement, c'est plutôt logique. Donc, je trouve ça même, je vais pas dire classe, mais assez respectueux d'attendre que le pilote soit sorti de l'hôpital pour lui infliger sa sanction. Après sur la sanction elle-même, ça me semble pas illogique. Il a quand même provoqué un gros accident, qui aurait pu être, alors finalement surtout dangereux pour lui, mais même pour les autres. Donc, oui, non, non, ça me choque pas plus que ça. C'est finalement similaire à ce qu'a pris Martin, c'est à Brno si je dis pas de bêtises, pour avoir, percuté 3 pilotes. Donc non, pour le coup, c'est plutôt cohérent. Moi, ça me fait penser un peu à Jorge Martin l'an dernier, lorsqu'il pareil, il avait été blessé, bah, au Japon notamment et il était revenu un mois après à Valence, juste pour faire ses doubles long Oui, laps. c'est vrai. Pour moi, j'ai envie de dire quand un pilote est absent 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois comme Zarco, enfin quel intérêt de lui donner le double long lap? Après, c'est une cohérence de sanction, ce qui est tout à fait logique, mais c'est vrai que de toute façon Zarco ne sera pas à 100. S'il termine 15e, ce sera déjà bien pour son retour. Donc là, bon, il fera ses doubles long laps et tant pis, mais bon après ça changera pas grand Oui, chose. pour moi, c'est vraiment une question de cohérence, plus qu'une question de «justice» entre guillemets. Je trouve ça assez cohérent. On a aussi, Pedro Acosta qui a abandonné à Assen, suite à un problème à un bras et on a appris donc c'était au canal carpien et il s'est fait opérer et donc il est de retour, pour ce Grand Prix, enfin à 100 de ses moyens. Et pour la course Moto 3, première info du week-end, on a David Almanza qui est malade et donc qui ne peut pas rouler le vendredi. On espérait le voir le samedi. Finalement, il est rentré, direct chez lui. Il est forfait, il avait la grippe. Donc c'est quand même un coup dur pour lui au championnat, même si on sait qu'il est largement dessus. Mais Almanza, c'est un pilote qui joue les podiums, qui joue les victoires et qui joue le podium final au championnat. Il était quand même 2e avant ce Grand Prix. En qualification, on a Maximo Quiles, il doit passer par la Q1 parce qu'il a chuté et complètement détruit la moto le vendredi après-midi, en tout début de saison. Donc il n'avait pas fait de chrono. Il partira finalement 4e, la pole revenant à Brian Uriarte devant Marco Morelli et Hakim Danish.
Pour la course, la victoire, elle est pour Brian Uriarte dans le dernier tour face à Maximo Quiles. Les 2 pilotes qui étaient vraiment, l'un derrière l'autre pendant toute la course et le pilote Ajo qui finalement remporte sa 2e victoire de la saison. Matteo Bertellier termine 3e, Marco Morelli 4e et Enrico Salmela 5e. Au niveau des abandons, on en parlera tout à l'heure, mais on a encore eu, quelques grosses chutes. Au classement du championnat, Maximo Quiles, toujours largement en tête, 231 points. C'est 104 points d'avance, c'est-à-dire 4 grands prix d'avance sur Brian Uriarte. Et derrière, on a Alvaro Carpe, Marco Morelli et David Almanza qui ne sont pas très loin d'Uriarte. Bon alors, Gueno, pour commencer, Uriarte, sa 2e victoire après le Mugello. T'en as pensé quoi, toi, de cette course? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment solide de sa part. Donc je sais plus à quel tour c'est exactement quand Quiles l'a rattrapé. Surtout qu'il a pas eu beaucoup de mal à le rattraper, je me suis dit que c'était un peu la fin. Il est resté très intelligent, très solide et puis les 2 avaient un rythme, vraiment impressionnant parce qu'ils finissent à 5 secondes du 3e. Ils étaient tous les 2 sur une autre planète. Alors, sur Canal, ils ont dit il avait laissé passer Quiles, je sais pas, mais en tout cas le fait de le passer derrière, de rester accroché à Quiles, puis de le repasser comme ça à la toute fin, vraiment très, très fort et très «mature» de sa part entre guillemets. Non, non, vraiment, j'étais très impressionné. J'avais l'impression de regarder une course avec, 2 pilotes, confirmés plus, ils ont pas fait d'erreur, ils se sont pas percutés, c'était hyper propre avec un gros rythme. C'est impressionnant de voir des duels comme ça en Moto3, si jeunes, surtout des pilotes, «débutants» entre guillemets, même si, c'est la 2e année de Kies, ça reste des pilotes qui sont nouveaux et j'ai vraiment eu l'impression de voir un duel de pilotes, très confirmés, quoi. Alors moi vraiment j'ai trouvé que j'avais l'impression que Quiles jouait avec Uriarte en restant derrière lui, qu'il pouvait le dépasser, quand il voulait et finalement, bah, pas du tout. Enfin, oui peut-être qu'il joue avec, mais en tout cas il a pas réussi à le doubler et sur le dernier tour, il fait 2 petites erreurs et donc la victoire revient pour Uriarte. Donc c'est la preuve aussi des fois que les pilotes, ils aiment attendre pour doubler, enfin, ils se sentent vraiment très forts peut-être pour doubler. Ici, bah, peut-être que Quiles, ça lui coûte, cette victoire de vouloir attendre le dernier tour. Après, Quiles est quand même toujours sur le podium. Oui. On rappelle, hein, il avait terminé 10e en Italie en ratant complètement son dernier tour. Sinon, c'est 9 podiums en, 10 courses. Oui, c'est pour ça, il était peut-être pas très stressé non plus, ça mieux vaut une 2e place, quand on a 104 points d'avance plutôt que de se mettre au tas bêtement. Ouais et c'est même 11 en 11 courses, 10 podiums pour Quiles. Matteo Bertellier qui monte son 2e podium de l'année. Alors lui, c'est soit il est tout en haut, soit il est un peu nulle part, parce qu'il a quasiment pas marqué de points dans la saison et là, bon, il est sur le podium. C'est quand même bien après sa saison 2025 où il avait très bien débuté et au final, il avait rapidement été blessé et on l'avait pas revu pendant plusieurs mois. Tu penses quoi toi de sa course et du fait de le revoir, jouer un peu, on va dire, avec les autres pilotes pour le podium? Oui, bah, c'est un peu ce que j'allais dire. Il avait fait un très bon début de saison l'an passé et sa blessure avait stoppé net. Donc j'espère que c'était pas une action un peu isolée et qu'il va reprendre un peu les performances qu'on avait commencé à voir de lui. Mais en tout cas, très belle course de sa part avec un gros rythme et il a été assez intelligent pour, quand il a rattrapé, Morelli et Salmela de pas faire n'importe quoi pour essayer de les doubler et profiter de son gros rythme. Donc non, non, belle course de sa part, intelligente et comment? Et un bon ça fait plaisir de le revoir aux avant-postes, quoi. Non, on est bien d'accord. Derrière aussi avec, Bertele, on a eu Rico Salmela, le Finlandais de Tech3 et Marco Morelli qui se sont battus pour le podium. Là aussi, c'est bien de voir aussi un Salmela qui est rookie et qui joue un peu le podium, qui arrive un peu, à jouer le podium. Toi, tu penses quoi encore de la course de Salmela qui fait une 1re saison plutôt correcte? Bah, moi je suis un peu déçu qu'il ait pas pris la 3e place. Je trouvais que c'était celui qui était le plus et il avait un style assez agressif, tout en conservant bien ses pneus, parce qu'il a pas trop fait d'erreurs ni quoi que ce soit. Il était, vraiment, dans la roue arrière de celui qui était devant à chaque fois, à retarder ses freinages et tout. Je trouvais qu'il avait vraiment un style, hyper chouette. Mais bon, pas de bol, comme souvent en Moto3, des fois c'est pas forcément le enfin, je vais pas dire faute à pas de chance, mais bon, on sait très bien que dans le dernier tour tout peut se passer. On peut passer de la 3e place à la 5e dans ce genre de circonstances assez facilement. Mais je dirais que globalement c'est depuis la Hongrie, il a passé un cap et il montre quand même de belles choses, alors pas à toutes les courses, mais il y a un petit gap qui s'est créé par rapport à ses premières performances et ça a l'air de monter en puissance, ça fait plaisir. Ouais.
Et sinon, on a eu des chutes, 2 très grosses chutes, avec tout d'abord, Valentin Perón, le coéquipier de Salmela, qui prend un volume monstre où il part, où il fait un salto et finit sur le dos. Et puis aussi Adrián Cruces et Joël Esteban, qui eux chutent tous les 2. Et là, on est quand même passé pas très loin aussi de d'un, alors on va pas dire un drame, mais quelque chose de très grave. Toi, tu penses, enfin, ces 2 chutes-là, là, on est d'accord que Cruces et Esteban, Miracle, ils hein. s'en sortent très, très bien. Ah ouais, ouais, parce que enfin moi je pensais qu'il lui avait roulé dessus et en fait, ça s'est joué à pas grand chose. Je pense qu'il a écrasé les freins de toutes ses forces, Esteban et que c'est passé, heureusement, pas loin et ce qui est cool, c'est qu'on a vu les images, très, très rapidement de Crucès qui marchait donc ça rassure. Mais ouais, l'accident était moche, hein. J'ai vraiment eu peur. Plus que le premier qui était impressionnant, mais on voyait bien que les pilotes se relevaient et cetera. Le 2e était vraiment, vraiment dur, ouais. Oui, c'est ça, parce que, Esteban, il a vraiment tout fait pour éviter Ah ouais, Crucès, ouais. quitte, à s'en prendre une encore vraiment plus grosse. Donc là, c'est tant mieux, Oui, un bon parce qu'on réflexe a de sa vraiment part, ouais. cru que Crucès, enfin que Esteban, ouais, que Esteban roulait sur Crucès et bon, finalement non. On va passer aux Moto2 avec, en qualification, la pole pour Ivan Ortola devant Manuel Gonzalez et Izan Guevara. Tous les top pilotes du championnat sont bien placés sur cette grille, sauf, Celestino Vietti qui part, 22e. Pour la course, victoire de Ivan Ortola, sa 2e de la saison, devant Daniel Olgado et Izan Guevara. Senna Agius 4e, Teo Furusato 5e et Manuel Gonzalez est 6e. Dans les abandons, notons David Alonso et Celestino Vietti. Au championnat du monde, on a Manuel Gonzalez toujours en tête avec 51 points d'avance sur Izan Guevara, 59 sur Senna Agius, 79 sur David Alonso et 80 sur Daniel Olgado et 82 sur Ivan Ortola. Alors cette course, 2e victoire en 3 courses pour Ortola. On est d'accord là depuis quelques courses, c'est l'homme fort du championnat, non? Ouais, bah, hyper impressionnant. Moi je c'est un pilote que j'ai toujours trouvé, prometteur, surtout en Moto3, mais je pensais pas qu'il nous ferait une saison comme ça, en Moto2, donc vraiment très impressionnant. Là, il a été très fort, parce que c'est pas toujours simple en Moto2 de partir devant comme ça et d'avoir un écart qui est pas si important parce il avait pas non plus, 3 secondes d'avance, sur le deuxième donc mais surtout le deuxième qui était, Holgado qui était en forme, ce qui est pas n'importe qui non plus. Donc non, non, très, très fort et il a pas fait d'erreur, il est resté très solide du début à la fin. Vraiment très, très, très propre. Et on peut noter aussi qu'il a prolongé pour la saison prochaine dans son équipe. On a appris ça là pendant juste, après la course, Moto2. Mais OK. il est encore un peu loin, mais s'il gagne le titre, on aurait peut-être le 1er champion du monde, qui reconduit, depuis Zarco en Moto2. Ce serait marrant. Mais bon, il est encore un petit peu loin. Mais pourquoi pas, hein, s'il reste sur ces genres de performances, il pourra peut-être aller, chercher Gonzalez. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, Diogo Moreira l'an C'est passé, ça. qui faisait une première partie de saison qui était plus que correcte et c'est sur la deuxième partie de saison où il était vraiment fort. Maintenant, on a quand même 5 pilotes devant lui au classement général, donc on va quand même pas trop en attendre. Oui, oui, oui. Daniel Olgado qui lui a failli, revenir sur la fin. On pensait vraiment que sur le dernier tour, il allait passer, Ortola et bon finalement il fait une toute petite erreur, donc bon, bah, il termine 2e. Qu'est-ce que tu penses aussi de la course d'Olgado? Ouais, très belle course. Ça fait plaisir parce que, c'était son année est un peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on attendait de lui. Donc non, une belle course, dommage pour la fin, mais bon, on peut pas toujours, gagner à tous les coups. Mais ça fait plaisir de le revoir aux avant-postes sur une course solide, comme ça. Comme il nous avait montré l'année dernière, plus fréquemment que cette année. Ouais. Son coéquipier David Alonso, lui, il chute et il perd assez gros, on va dire, au championnat parce que il fait un 0 pointé alors que tous ses petits copains marquent entre 25 et 10 points. Donc là aussi, c'est pas bon pour lui. Ouais. Sur une erreur un peu bête, parce qu'il avait encore le temps, mais bon, c'est comme ça. On a, Izan Guevara, une nouvelle fois sur le podium. Bon, lui, c'est quand même un peu pas dire la révélation parce qu'on connaissait son talent, mais enfin, il nous prouve qu'il est, au niveau, auquel on l'attendait et on a l'impression de le répéter à chaque course, mais maintenant, bon, bah, c'est un pilote qui se bat pour les victoires et plus rien ne nous surprend. C'est ça. Et lui, pour le coup, il est en position de faire, enfin, il est pas si loin que ça de Gonzalez. Si Gonzalez fait une erreur et que lui, il maintient ce niveau de performance, il peut se rapprocher, la saison est encore longue, donc
lui, il a encore toutes ses chances, je pense, d'aller chercher le titre à la fin de l'année. Ouais. Manuel Gonzalez, justement, il est un peu en retrait sur cette course, termine 6e, mais tout de même des gros points, non? Ouais, j'ai pas trop compris Canal qui arrêtait pas de dire qu'il était en difficulté, qu'on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. Finalement, une 6e place, quand on n'est pas à l'aise, c'est très correct et c'est comme ça qu'on gagne un championnat. Non, au contraire, je dirais qu'il a, pour quelqu'un qui était pas à l'aise, il a fait plutôt un bon résultat. Ouais, on est d'accord, parce que là, c'est son plus mauvais résultat de la saison. Donc 6e en étant ton plus mauvais résultat après 11 courses, c'est quand même rare, hein. Donc là, non, c'est Bah, c'est ça. pour lui, il prend les bons points et c'est vrai que là, c'est ce qu'il faut pour être champion. Et mieux vaut faire ça plutôt que l'année dernière, comme par exemple à Silverstone, où en voulant ne pas se laisser doubler, il était tombé. Mieux vaut assurer une 6e place, qui est quand même dans l'absolu un résultat correct, et ramener des points que tomber bêtement et en ramener aucun. Oui, parce que là, on a un Guevara aussi qui n'a pas encore, enfin, qui n'a pas eu de résultat blanc, qui a terminé pour sa plus mauvaise place 7e. Mais sinon, Ajus, c'est 2 résultats blancs, Alonso, 3 résultats blancs, Olgado, 2 résultats blancs, Ortola aussi, Vietti, lui aussi 2 résultats blancs sur les 2 dernières courses. Donc tout le monde un peu a des résultats blancs, sauf les 2 leaders du championnat. Et au final, c'est logique de les voir à ces positions-là. À noter aussi donc Senna Ajus, toujours bien placé, on n'en parle pas, mais 4e. Donc là, bon, après, on n'a pas grand-chose à dire sur cette course-là. La bonne petite surprise pour moi, c'est Taiyo Furusato. Ah oui. On ne l'a pas vu de la Mmh. saison, et là, il termine 5e. Ouais, vraie belle course de sa part là. C'est dommage, on l'a pas vu beaucoup, mais ouais, ça fait plaisir. Ouais, parce que pour expliquer, Furusato, il a 15 points au classement général, dont 11 sur cette course-là. Ouais, ouais. Il avait terminé seulement 2 fois 14e. Donc bon, voilà, donc c'est vrai que pour lui, là, c'est bien de le voir là. Surtout, on se rappelle, en Moto3, il était quand même assez rapide. Pareil, dans les bonnes surprises, José Antonio Rueda, qui est 8e, c'est sa meilleure perf en Moto2. On rappelle, bon, son début de saison avait été quand même compliqué suite à sa très grosse blessure en fin de saison dernière à Sepang. On va peut-être aussi maintenant le voir un peu plus régulièrement dans les 10. Ouais, ce serait bien. On sait que c'est un pilote qui a beaucoup de talent et en même temps, on sait que c'est un pilote à qui il faut un peu de temps d'adaptation, si on se réfère à ses années de Moto3. Mais ouais, je suis content de le voir, performer comme ça. C'est c'est plutôt encourageant. En fait, c'est ce que disait d'ailleurs, je ne sais plus qui au micro de Canal, c'est pas forcément, les résultats qu'on observe chez les rookies, c'est plutôt leur progression et là, pour le coup, il y a vraiment du mieux, depuis 3-4 GP, quoi. Ouais, ouais, ouais. Notons aussi que André Piqueras termine 14e. Lui aussi, bon, il revient dans les points. On rappelle, hein, grosse blessure, fracture du fémur à Austin. Il est revenu lors de la dernière course. Donc là aussi, c'est bien parce que ça veut dire, s'il est 14e, qu'il est quasiment à 100% de ses moyens. Ouais, 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 c'est dommage parce c'est vrai qu'il montrait une belle adaptation et on espère que ça va continuer, mais ça a vraiment mis un frein à sa saison. Oui, sa première saison, faudra pas regarder que les Bien résultats, sûr. bruts. Faudra voir comment il va continuer à évoluer. Et puis sinon, nos 2 chouchous, Aaron Canet et Celestino Vietti, par terre. Donc là, Ophélie, n'est pas contente. Nico, lui, Tu très content. je rappelle, un grand fan, de d'Aaron Canet, ne dit même plus rien maintenant, tellement il en a dit, lors des derniers épisodes. Donc voilà, c'était juste un peu un clin d'œil. Allez, on va passer au MotoGP avec, donc on l'avait dit, toujours, un Johann Zarco qui est toujours absent, toujours remplacé par Cal Crutchlow. Fermin Aldeguer qui lui est aussi absent suite à sa fracture, d'une vertèbre à la scène, il n'est pas remplacé. En Q1, on a Pecco Bagnaia qui passe avec le meilleur chrono et devant Fabio Quartararo. Et une nouvelle fois, un Fabio qui, sur un tour en Q1, arrive à nous faire quelque chose quand même pour bien passer. En Q2, pole position sans surprise, Marc Marquez. On savait qu'il était le meilleur. Bon, bah, c'est la pole. Mais là où on s'y attendait pas trop, il a seulement 6 centièmes d'avance devant son frère. Et DJ Antonio est 3e à un dixième. Les Aprilia sont entre la 4e et la 9e place. Fabio Quartararo, lui, termine en fin de deuxième ligne, en 6e position. Là aussi, belle performance. Et la grosse info de cette Q2, c'est encore une grosse chute de Marco Bezzecchi. Il est forfait pour le reste du week-end suite à une fracture de la clavicule. Ça a un très gros impact pour le championnat parce que là, c'est 4 week-ends de suite pour Bezzecchi sans marquer quasiment de points. Il a marqué 13 points en 4 courses. Gueno, on commence par ça parce que pour moi, c'est l'info du week-end.
Ouais, bah, surtout la clavicule, parce qu'au début, on l'a vu se tenir le poignet, même si bon, c'est quand même pratique un poignet pour conduire une moto, mais on sait que les pilotes, reviennent assez vite de ce genre de blessure. La clavicule, ça peut être très long. J'ai là, il est sorti de l'opération aujourd'hui. Ils ont pas communiqué de temps de retour ni quoi que ce soit, mais après, ils espèrent le revoir, c'est le 9 août, à Silverstone. Donc j'ose espérer que ça devrait être assez «rapide» entre guillemets, comme convalescence, mais sinon, j'ai peur que là, ça mette un sérieux coup d'arrêt à son championnat, ouais. La chance, si on peut dire, c'est d'avoir un mois de pause et de pas avoir des grands prix qui s'enchaînent. Ouais, Mais oui, là, sinon c'est assez catastrophique pour lui. Là, on a l'impression que depuis la Hongrie avec, Jorge Martin qui le met par terre et depuis enfin rien ne va dans son sens. ouais, c'est l'enchaînement de On gros de rappelle, Brno avec, bon, ce qui s'est passé en sprint, Hassen avec la très grosse chute, d'entrée. Là, il ne fait même pas le week-end. Marque 13 points sur 140 points possibles. Bah, là, c'est pas très bon alors que le début de saison, il a quand même remporté, 4 courses de suite, 3 premières courses de la saison sans être mené une seule fois par un autre pilote. Donc, là, ouais, 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 c'est ça va être compliqué pour la suite du championnat. ouais, malheureusement, j'ai peur que là, ce soit un peu compliqué parce que même quand il va revenir, si en admettant que Martin garde la tête et se consolide un peu une place de pilote, enfin, s'il joue le titre face à d'autres, Aprilia ou d'autres Ducati, le team Aprilia sera obligé de le favoriser. Il va pas revenir dans des conditions, on va dire forcément, aussi accueillantes que ce qu'il a connu aujourd'hui. Donc bon, ça peut être, une fin de saison un peu difficile, ce que j'espère pas, mais c'est vrai que là, en tout cas, il met pas les choses de son côté, ça c'est clair. Ouais. Au niveau des résultats, donc victoire de Marc Marquez en sprint devant Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio. Alors, on va quand même le dire, on s'est un peu ennuyé, mais malgré tout, les 3 pilotes sont dans la même seconde à l'arrivée. Derrière, on a Ayogura, Raoul Fernandez, Jorge Martin qui termine 4e, 5e, 6e. Bagnaia qui lui est 7e, Acosta 8e et Quartararo qui est 9e. Pour la course du dimanche, victoire de Marc Marquez avec 2 secondes d'avance sur Ayogura, qui lui aussi a 2 secondes d'avance sur Raoul Fernandez, qui est à nouveau 3e, Pedro Acosta 4e, Jorge Martin 5e, Pecco Bagnaia 6e et Fabio Quartararo termine 7e. Bon, on s'en doutait, hein, Marc Marquez allait gagner. Course, là aussi, on peut le dire, un peu ennuyante. Toi, t'as pensé quoi de ces 2 courses entre la sprint et la course du dimanche? Je dis, c'était long, c'était ennuyeux. Après, on connaît comme ce circuit, on sait bien que c'est pas là où on va avoir le plus de bagarres. Mais, par rapport aux dernières années, ça a quand même été plus calme que ce qu'on a pu connaître. Je pense notamment à 2024 où il y avait eu la grosse bagarre entre Martin et Pecco. Mais, ouais, non, c'est calme et en fait, ce qui est dommage, c'est que au vu de la bonne forme des Ducati et de la toute relative mauvaise forme des Aprilia, je m'attendais un peu à avoir, un peu de la bagarre entre les pilotes des 2 marques et en fait, ça n'a rien changé finalement, heu, on a eu un petit train, le samedi et un train plus éclaté le dimanche. Ouais, ce qu'on on ne l'a pas dit, mais Alex Marquez a chuté alors qu'il était 2e et Fabio Di Giannantonio a chuté au bout de 3 tours. Donc les deux pilotes Ducati qu'on pouvait aussi voir, sur le podium. Mais c'est vrai que sur cette course, si vous ne l'avez pas vue, bah, vous pouvez aller faire avance très rapide parce qu'on a seulement Ayogura qui double Raoul Fernandez, mais sinon on n'a quasiment aucun dépassement après les 4 ou 5 premiers tours. Pour le classement du championnat, on se retrouve avec Jorge Martin en tête avec 208 points, 14 points devant Ayogura, 18 points devant Marc Marquez qui fait une remontée assez folle depuis quelques courses. Marco Bezzecchi est quatrième, il chute à la quatrième place à 22 points de la tête. Fabio Di Giannantonio, lui, est à 24 points de Jorge Martin. Bon, alors pour cette course, donc le leader du championnat, Jorge Martin, un week-end correct, mais vraiment sans plus, il termine 5e. Alors c'est peut-être le seul qu'on a vu pendant la course parce qu'il se battait avec Bagnaia, mais week-end quand même un peu difficile malgré tout. Ouais, mais de toute façon Martin en ce moment c'est pas dingo ce qu'il propose non plus. Ouais, il assure des points. Mieux vaut ce qu'on disait tout à l'heure sur Gonzalez, mieux vaut prendre des points quand on n'est pas à l'aise plutôt que d'essayer d'en faire trop et de tomber. Mais c'est vrai que c'est pas, il donne pas l'image d'un pilote en confiance et en
je vais pas dire en pleine possession de ses moyens, mais on sent qu'il lui manque, de la confiance dans la moto, quoi. Lui, c'est un peu comme Bezzecchi, là, depuis 4 courses. Ce n'est pas un classement, enfin des performances de futurs champions du monde. Il C'est marque ça. 4 points en Hongrie, 12 points en République tchèque, 21 points à Assen et 15 points en Allemagne. Donc à part Assen qui était bon, le reste c'est plus que moyen, on va dire, par rapport à sa moto. Et surtout quand on compare avec ces deux, on va pas dire coéquipiers, mais les deux pilotes de l'autre équipe Aprilia, avec Ayogura, encore une fois Ayogura deuxième, et Raúl Fernandez qui termine troisième sur ce dimanche. Ayogura, lui, qui a un parcours de champion depuis 3 courses avec une moyenne de 30 points par course. Qu'est-ce que tu as encore pensé du week-end d'Ogura? Non, bah, c'était vraiment bien, surtout que, il avait dit, en début de week-end que c'était pas un circuit qui le réussissait. Il visait une sixième position pour les qualifs. Finalement, il fait un petit peu mieux que ça, il se qualifie cinquième. Et finalement, il fait des courses assez solides. Finalement, il disait que le samedi, il, il a dit qu'il s'était ennuyé, pardon. Je dis c'est bien. Ils se sont autant fait chier que nous, les pilotes, c'est pas mal. Mais que globalement, il lui manque un truc par rapport au Ducati qu'il faudrait bosser. Et bah, en tout cas, on sait pas s'il a trouvé quelque chose par rapport au Ducati, étant donné que les Ducati devant sont tombés, mais il était quand même plus à l'aise que la veille. Enfin, en tout cas, il donnait l'impression. Vraiment très, très solide. C'est vrai que moi, je pense, j'ai l'impression que c'est un pilote qui fait l'unanimité, tout le monde l'aime beaucoup, mais c'est un pilote que j'aimais beaucoup, mais que je pensais pas capable d'être si fort cette année. En fait, du coup, l'autre jour, par curiosité, je regarde un peu, et c'est vrai que c'est un pilote qui a toujours su progresser. Quand il a, alors que je dise pas de bêtises, ça va être en 2023, quand il échoue face au titre, il change d'équipe, il rebondit, il change de façon de piloter, etc. C'est un pilote qui a toujours su prendre le temps de progresser, et aujourd'hui, bah, ça paye, et j'espère qu'il va continuer comme ça sur la fin de saison. Ce serait assez dingue d'avoir un Japonais champion du monde sur une moto satellite italienne. Ce serait assez fou, quoi. J'aime bien Marquez, mais je préfère que ce soit Ogura. Peut-être qu'aujourd'hui le favori c'est Marc Marquez vu les derniers résultats, mais derrière c'est Ayogura qui quand même continue à enchaîner les très belles performances. Pareil pour Raúl Fernandez qui termine troisième et cinquième en sprint, sachant que bon, tout à l'heure on parlait des résultats entre la course sprint et la course du dimanche. La vraie course, on a exactement le même classement dans les 9 premiers, enfin dans les 7 premiers du dimanche, avec seulement Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio qui ne sont pas là. Sinon, vous prenez le classement de la course sprint, vous enlevez Marquez et Giannantonio, et vous avez la course, le classement de la course. Donc ça, c'est quand même assez rare aussi, et ça montre aussi qu'on n'a pas eu de gros faits de course, qu'on n'a pas eu une grosse course. Hein. C'est ça. Fernandez, oui, donc toi, tu penses quoi enfin là encore, il enchaîne, hein, c'est un bon pilote maintenant. Ouais, c'est ça. Solide, commet pas d'erreur, manque peut-être un petit peu de rythme pour jouer un peu plus haut dans les classements, mais en tout cas, à ce rythme-là, ça me surprendrait pas de le voir finir dans le top 5, voire peut-être sur le podium en fin de saison. Le podium va être disputé, mais en tout cas, il met les chances de son côté. C'est assez, c'est un peu le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a pu connaître de lui sur les précédentes saisons. Ouais, en effet. Côté Ducati, Marc Marquez s'impose encore, comme d'habitude, on a envie de dire, comme très souvent au Sachsenring. Sur les 5 derniers Grands Prix, 133 points sur 185 possibles. Là, il fait quand même il est bien revenu. On rappelle, hein, il a été absent quand même pendant 2 Grands Prix entre le Grand Prix de France et puis Barcelone. Là, maintenant, on a l'impression de retrouver le Marc Marquez de l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et puis, pour le coup, il a su, comment? Il a su se surpasser quand il sentait qu'il pouvait gagner, aller chercher la victoire, et cetera. Mais d'un côté, comme Hassan, il a su temporiser et se dire bon bah là c'est pas pour moi, je me préserve, je laisse, enfin voilà, je fais du mieux que je peux et puis voilà, on assure les points plutôt que de tomber. Donc il a l'air quand même d'être dans des bonnes dispositions par rapport à ce qu'on a pu parfois connaître de lui. Je pense un peu à la fin de la période de Honda où il était capable de carrément s'envoyer au tapis pour prendre une septième place. Là, il a l'air quand même d'être. Il sait que le championnat est long. Il sait que ses adversaires commettent beaucoup d'erreurs. En tout cas, les deux pilotes Aprilia. Donc, je dirais qu'il est. Il sait ce qu'il vaut et il sait être patient pour prendre les points qu'il faut. Donc, enfin, pour moi, ça reste aujourd'hui le favori. Encore une fois, hein. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre gagner, à moins que vraiment
un des pilotes Aprilia soit imbattable chaque course, mais ça me semble un peu compliqué quand même. Est-ce que là, maintenant, on ne retrouve pas une Ducati qui domine? Parce que Alex Marquez, alors il chute ce dimanche, mais sinon il pouvait terminer deuxième. Di Giannantonio aussi chute, mais il aurait pu très bien faire podium ou aller top 4. N'est-ce pas non plus la Ducati qui maintenant a un peu l'impression d'être revenue au meilleur niveau? Parce que début de saison, pareil, Alex Marquez, on le voyait pas tellement. Di Giannantonio, il était plus ou moins régulier vers la 5e place, mais là maintenant il peut un peu se battre pour les victoires. Pour toi, c'est pas aussi la Ducati qui fait un progrès ou en tout cas l'Aprilia qui stagne un petit peu par rapport à la Ducati? Bah, alors franchement, j'en sais trop rien. J'ai pas vu trop de pilotes en parler, mais je me suis fait la remarque tout à l'heure en voyant les 2 Trackhouse devant, parce que les Trackhouse ont pas eu les mises à jour, de l'Aprilia officielle, ou en tout cas pas toutes. Et est-ce que, en essayant d'améliorer l'Aprilia qui était déjà bien, le team s'est un petit peu perdu? Alors pas de grand chose évidemment, parce que la moto est toujours pas mauvaise, mais est-ce que ça suffit pour, on va dire, mettre les pilotes, un peu moins en confiance? Heu, je sais pas. Après effectivement, Marquez dit beaucoup de bien de la Ducati, mais Marquez, on sait très bien que c'est un mauvais, point de repère parce qu'il est capable d'être meilleur que ce que la moto peut proposer. Donc je sais pas si la Ducati s'améliore ou si c'est l'Aprilia qui marque un peu le pas, mais en tout cas effectivement il y a la hiérarchie est moins évidente qu'il y a quelques GP. Côté KTM, celui dont on a peut-être le plus parlé, c'est Maverick Viñales. Catastrophique, on n'a pas d'autre terme, hein. Pendant la course sprint, il était derrière Cal Crutchlow. Il a terminé derrière Cal Crutchlow. Pour la course du dimanche, il abandonne alors qu'il était dernier à plus de 45 secondes de la tête. Il roulait moins vite que les Moto 2. Voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Là maintenant, on peut se poser des questions sur la suite de la saison pour lui. Ouais, bah connaissant la tendresse, KTM, ça me surprendrait pas s'il était remercié avant la fin de la saison. Après qui le remplacerait, ça je sais pas trop. C'est peut-être la seule chance qu'il peut avoir. Ouais, ouais. De toute façon lui il a fait comprendre qu'il voulait pas rester en MotoGP. Ouais, la seule chance qu'il peut avoir, c'est que KTM n'a pas vraiment de pilote remplaçant. Dani Pedrosa ne veut plus rouler et Jonas Folger, il est complètement à la rue. Donc peut-être qu'il va rester pour ça, mais en tout cas, là, on voit pas comment il va continuer en MotoGP. Non, de toute façon il a dit qu'il en voulait plus. Puis bon, je pense que oui, non, là c'est bon, puis il a fait le tour de la question. Enfin, je veux dire, quelle équipe aurait intérêt à signer Vinales aujourd'hui? Heu, je vois pas trop de raisons, quoi. C'est ça. C'est un peu comme Alex Rins au final. C'est dommage de les voir partir, mais pourquoi rester? Et quelle équipe pourrait les prendre? Parce que ça ne sert à On rien. sait bien que c'est pas une question de talent, parce que les 2 à leur façon ont été capables de montrer des choses, hyper belles, mais c'est juste que bon, bah, là ça marche plus, quoi. Sinon, on a Enea Bastianini et Brad Binder qui, eux, ont été complètement, on va dire, anonymes. On ne les a pas entendus du week-end, on ne les a pas vus. Alors, ils terminent 9e et 10e. Bon, ils prennent des points, mais à 20 secondes de la victoire. Un peu bizarre leur week-end encore. Ouais, bah, Binder, c'était assez courant. Bastianini, dans l'absolu, c'est pas si mal. Il partait 15e, il finit 9e, mais oui, c'est pas grand chose à dire, ouais. Ouais. Et puis, bah, encore une fois, Pedro Acosta qui sauve les meubles pour KTM. 4e, même si on sentait qu'il ne pouvait pas vraiment faire mieux, mais il prend les plus gros points qu'il pouvait prendre sur cette course. Mouais, exactement. On va passer à Honda. Donc Honda, c'est un peu comme les KTM, un peu anonyme, on ne les a pas vraiment vus à l'écran. Marini, comme souvent dans ces cas-là, bon, c'est un top 10. C'est bien pour lui, mais il termine 8e. Après, il a bénéficié aussi un peu des chutes devant lui, mais pas vraiment le Marini comme on peut voir certains week-ends à l'écran. Bon, bah, Joan Mir, on va dire comme d'habitude, hein, il termine pas la course. Peut-être la belle performance, c'est pour Diogo Moreira qui partait 18e, il termine 11e. Bon, c'est quand même une belle course pour le rookie qui, petit à petit aussi, continue enfin, à faire des belles courses. Il ne fait pas d'erreurs, donc c'est bien pour LCR. Ouais, c'est une bonne recrue. Il progresse bien, c'est une moto qui est pas simple. En tout cas, il a envie, mais il chute pas beaucoup, ce qui est toujours bien pour un rookie. Ça veut dire qu'il comprend un peu comment ça fonctionne, donc non, ouais, je vais pas dire un bon week-end, mais c'est assez encourageant quand même. Correct. C'est ça. Ouais.
Et puis on en parlait tout à l'heure lors des transferts. On n'a pas parlé de Honda, mais Diogo Moreira, alors on ne sait pas s'il va rester chez LCR ou s'il va aller directement dans l'équipe officielle. Mais ce ne serait pas surprenant non plus de le voir dans l'équipe officielle. Ouais, donc ça me semblerait pas illogique de mettre Moreira au HRC et Alonso chez LCR. Je sais pas exactement quels sont leurs critères, mais en tout cas, ce serait pas, d'un point de vue extérieur, ce serait pas déconnant, quoi. Mm. Et pour terminer, Yamaha, donc Alex Rins et Toprak Razgatlioglu, on ne va pas trop en parler parce qu'il termine dernier, enfin vraiment pas très bien. Jack Miller, donc qui faisait un bon week-end avec, qui passait directement en Q2 suite à un bon vendredi. Malheureusement, la course, ça se passe un peu moins bien parce qu'il était derrière Fabio Quartararo une bonne partie de la course pour la 8e position et finalement il termine 12e. Mais bon, après c'est le Jack Miller qu'on connaît depuis des années. Et puis Fabio Quartararo, 7e. Bon résultat pour Fabio. Ouais, belle qualif, enfin belle qualif, qualif solide, beau Grand Prix, ouais non c'est chouette. J'avais un peu peur qu'il rétrograde dans le classement au fur et à mesure de la course, mais finalement il a réussi à. Bon, il était esseulé, on l'a pas vu, je crois qu'on l'a pas vu une seule fois à l'écran, mais ça fait plaisir, c'est des points importants malgré tout. Et puis encore une fois, solide leader chez Yamaha, quoi. Souvent, des fois, les débuts de week-end, c'est pas le moment où Quarta est le plus fort, mais quand vient le dimanche, c'est souvent lui qui finit devant les autres et je vais pas dire loin devant, mais régulièrement bien devant, quoi, solidement devant. Oui, et comme tu dis, le début de course de Quartararo a été très difficile, 6e sur la grille, donc il est 6e dans les premiers virages, mais tout de suite, on voit les 5 pilotes devant lui creusent l'écart. Jorge Martin, il tente une attaque, il arrive à doubler Quartararo, Bagnaia, Acosta aussi. Là, à mi-premier tour, il se retrouve 9e avec tous les autres derrière lui. Là, on sait quand même, toi aussi, tu t'es dit, bon, la course risque d'être très très longue pour Quartararo. Mais je me dis ça tous les dimanches, ceci dit, pour Quartararo. Mais mais oui, Bon, c'est vrai. c'est le truc le plus, c'est ce qu'il y a, enfin cette année on l'a pas trop vu, mais l'année dernière c'était assez fréquent quand ils faisaient des pole positions ou même des deuxièmes lignes, de se dire un coup il y a ses chances et puis en fait de voir que dans les 5 premiers tours il se faisait avaler à une vitesse folle et que la seule fois où ça n'a pas été le cas la moto a cassé. Mais en fait on sait bien que la moto déjà dès qu'il y a une ligne droite c'est compliqué, elle a moins de grip, euh, plus je pense que de ce que j'ai compris elle bouffe quand même bien les pneus. Enfin bref, il peut jamais se dire ok je suis moins bon à ce moment-là mais à tel moment de la course je vais être meilleur parce qu'en fait la moto est moins bonne partout, surtout face à des Ducati et des Aprilia quand ils se retrouvent comme ça un peu devant, quoi. Autant sur les Honda je pense qu'il arrive peut-être à tirer son épingle du jeu, mais dès qu'il se retrouve face à des top motos il y a pas match, quoi, il peut rien faire. On est bien d'accord. Voilà, c'était tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être après la trêve estivale pour le Grand Prix de Silverstone. Pour le moment, on ne sait pas trop si on fait nous aussi la trêve un peu plus longtemps que les pilotes ou pas. Sinon, ce sera pour le Grand Prix d'Aragon fin août. Et dans tous les cas, vous pouvez continuer à nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et si vous voulez parler MotoGP, n'hésitez pas, Facebook, Discord, Twitter. On est toujours là pour vous répondre. Bueno, c'était un Bah, plaisir. plaisir À partagé. bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.